présenter ma soutenance de thèse qui s'intitule Accélération des réseaux de conteneurs avec BPF, performance, caractérisation, évaluation et optimisation. C'est une thèse qui a été supervisée par Fabrice Huette et Dino Lopez Pacheco et financée par l'EUR DS4H. Donc dans cette thèse, je vais d'abord dans cette soutenance, je vais d'abord vous donner un contexte autour des problématiques que l'on a dans tout ce qui est cloud computing et cloud networking. Je vais présenter ensuite notre première contribution qui est une étude de la latence d'AFXDP. Ensuite, je vous parlerai d'une comparaison de différentes solutions de CNIs existantes en termes de latence. Et enfin, notre dernière contribution qui est l'optimisation des réseaux d'overlay dans le contexte du cloud networking. Donc traditionnellement, quand on va essayer de construire une application, on va la penser dans un bloc monolithique, on va appeler ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une application qui va tourner à elle seule, par exemple, et ensuite on va la placer sur un serveur. Donc comme vous pouvez le voir sur le diagramme ici, on va avoir trois serveurs, on va avoir trois applications différentes, applications A et B qui sont des applications quelconques, et une application de base de données. Donc, quand un utilisateur va vouloir se connecter à une de ces applications, elles sont hébergées sur ce qu'on appelle un système d'exploitation. Ce système d'exploitation, dans la plupart du temps, ça va être Linux, dans tout ce qui est en contexte de cloud networking. Et donc, un système d'exploitation, il va avoir à la fois un driver, donc un pilote réseau, qui dépend de la carte réseau utilisée, et ensuite une pile réseau, donc la pile réseau notamment de Linux. Et donc, on va vouloir faire une requête de l'utilisateur. La requête de l'utilisateur va passer d'abord par la pile réseau, ensuite, par le pilote, par la pile réseau avant d'atteindre l'application. Et par exemple, ça va être pareil dans l'autre sens. Si jamais une application veut accéder à une autre application en interne, elle va devoir passer sa pile réseau en sortie et la pile réseau de l'autre serveur, de serveur destination à l'arrivée. Donc ça, c'est simple, sauf qu'aujourd'hui, avec le cloud networking, on a besoin de un meilleur passage à l'échelle, plus de souplesse, et aussi en termes d'organisation de programmation. Et donc, ce qui est souvent fait maintenant quand on construit des applications, c'est qu'on va essayer de les penser en forme de microservices. C'est-à-dire qu'au lieu de penser votre application comme un bloc, on va essayer de la penser en microservices qui vont à chacun avoir une fonction particulière, plus ou moins indépendante des autres. Et ces microservices-là, d'un point de vue système, on va les envelopper dans ce qu'on appelle un conteneur. Et donc, on va aussi utiliser un orchestrateur. Cet orchestrateur, il va nous permettre d'optimiser plus ou moins le placement des microservices. Étant donné que nos applications maintenant elles sont moins grosses, elles prennent moins de place, on peut plus facilement adapter leur placement en fonction de ce qui se passe sur le serveur. Par exemple, si un serveur est trop utilisé, on va pouvoir enlever des ressources, etc. Donc ça, on utilise, comme je disais, un orchestrateur. Et le problème en faisant ça, c'est que les patterns de communication que je vous ai présentés tout à l'heure, ils ont complètement changé. Par exemple, si on se remet dans le cas d'avant, un utilisateur qui va se connecter à une application, l'application, cette fois-ci, au lieu de pouvoir se communiquer en interne à elle seule, elle va devoir aller chercher une autre partie d'elle-même qui est potentiellement sur notre serveur. Donc là, on va avoir une traversée entre le serveur B et le serveur A, et après des communications internes au serveur A. Mais on peut se retrouver dans des cas pires. C'est-à-dire, par exemple, ici, on va se connecter au serveur A, on va avoir deux communications entre serveur A et B, donc de A à B, puis de B à A. Donc ça apporte plusieurs problèmes, et notamment le problème de la latence. C'est-à-dire que la traversée du réseau entre deux serveurs elle est plus ou moins importante, et surtout dès qu'on commence à s'intéresser à des applications avec des importances de latence, telles que du streaming et de la réalité virtuelle, etc. Et donc, c'est le contexte autour de cette thèse, c'est essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier les problèmes de latence dans le cloud computing. Un outil, donc l'outil plutôt que j'ai étudié pour cela, s'appelle le BPF. C'est donc un outil qui est fourni avec Linux aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous permet d'écrire des petits programmes assez simples qui vont tourner comme un peu dans une machine virtuelle dans un système d'exploitation et qu'on peut attacher à différents endroits dans le système. Donc on va attacher ça à des fonctions qui tournent dans le système d'exploitation. Et donc en fonction du type de fonction auquel le programme va être attaché, on va pouvoir faire plusieurs choses. Sur la plupart des cas, on va juste pouvoir faire des tâches d'observabilité, donc savoir ce qui se passe dans le kernel. Mais on peut aussi faire de la sécurité, donc autoriser ou refuser des appels de fonctions. Et enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut s'attacher à des points particuliers du réseau. Et de là, on va pouvoir manipuler des paquets.
Et le premier point d'accroche auquel le BPF peut s'attacher, il se nomme XDP. Donc lui, il est présent dans le driver, donc dans le pilote de la carte réseau, et nous permet d'attacher un programme directement dès qu'un paquet va rentrer dans le système d'exploitation. Notre programme, il va se lancer. Donc à chaque paquet reçu, le programme se lance. Là, on va pouvoir faire plusieurs opérations. Donc la première par défaut, si ça passe, ça va être la XDP pass. Donc c'est à dire qu'on ne va pas faire grand-chose. On peut faire une analyse du paquet en amont, mais décider de ne rien faire en particulier dessus. Donc là, il est redirigé de façon classique à l'application qui tourne en user space. On peut aussi, pour des raisons de pare-feu, de sécurité dont je parlais tout à l'heure, vouloir décider de supprimer les paquets, donc les refuser. Donc ça permet de faire des pare-feux très performants sur Linux aujourd'hui. Et enfin, on a un dernier mécanisme qui s'appelle AFXDP. Donc AFXDP, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'une application va pouvoir décider d'ouvrir une socket AFXDP pour indiquer que depuis un programme qui tourne en XDP, on peut lui envoyer des paquets directement. Comment ça fonctionne? Donc le paquet, cette fois-ci, va arriver en XDP. Il va voir, donc notre programme, il va voir qu'une application tourne en AFXDP, et donc on va pouvoir lui envoyer le paquet directement, tout en contournant entièrement la pile réseau Linux. Donc ça nous permet de gagner beaucoup en performance, donc ça a été pensé pour ça. Et donc c'est ce qu'on va étudier par la suite. Donc notre première contribution, donc, ça a été cette étude de la latence d'AFXDP, donc qui a été publiée en tant que Understanding Delays in AFXDP-Based Applications à ICC 2024. Donc pourquoi cette étude? Parce que d'abord, AFXDP, c'était un mécanisme qui était pensé pour augmenter le débit sur Linux, le nombre de paquets par seconde, qui est un problème annexe au problème de latence qu'on peut avoir, c'est-à-dire que la pile réseau Linux elle est assez lente, ça limite le nombre de paquets par seconde. AFXDP donc, a été pensé pour ça, donc il y a des études qui existent, mais pas d'études qui partent sur la latence, alors que d'un notre point de vue, la latence obtenable avec AFXDP peut être intéressante. Donc on a voulu étudier donc, la latence en elle-même, mais aussi la variation de cette latence. Est-ce qu'elle est importante ou non? Et donc on a remarqué rapidement qu'il y a de nombreux paramètres qui rentrent en compte dans ce genre d'études. Donc de haut en bas, d'un point de vue applicatif, donc générique, on peut avoir le nombre de paquets qu'on envoie par seconde, on peut avoir l'intervalle entre deux paquets qu'on va lancer. Au point de vue de la socket AFXDP en elle-même, on a deux mécanismes principaux qui sont le busy polling et le need wake up, qui permettent d'économiser en appel système entre l'application et le driver, donc économiser en temps CPU. D'un point de vue système, on a les C-states qui permettent d'économiser l'énergie en réduisant la consommation de CPU, mais donc, qui sont connus aussi pour potentiellement augmenter la latence. Et enfin, dans les drivers, on a du coalescing, qui en gros permet de regrouper les paquets pour ne pas les envoyer tous en même temps à l'application, et donc en économisant du temps CPU, mais en augmentant potentiellement la latence. Donc on a choisi un jeu de configuration, c'est-à-dire un certain range de valeurs pour certains paramètres et d'autres valeurs pour d'autres, et ce qui nous a donné environ 370 configurations à tester. Pour faire ça, on a utilisé l'application AFXDP qui est livrée avec le kernel par défaut en tant qu'exemple. Donc ça nous permet de partir sur quelque chose de solide et de bien implémenté en faisant des modifications mineures. Donc un benchmark dans le cas consiste en trois parties. Donc on a un générateur qui va envoyer des paquets, un transmetteur qui, lui, quand il va recevoir un paquet, il va le retransmettre par là où il l'a reçu, et enfin le récepteur qui, lui, va mesurer le temps d'aller-retour mesuré par rapport au paquet. Donc le générateur et le récepteur tournent tous les deux sur le même serveur, de sorte à ne pas avoir de problème de synchronisation de temps. Et pour ça, on a aussi utilisé deux paires de cartes réseau différentes, de deux marques différentes, Mellanox et Intel. Donc les Mellanox dans l'intérêt de 100 gigabits par seconde et Intel à 10 gigabits par seconde. Mais en plus de la différence de débit, c'est deux constructeurs différents. Donc comme je disais tout à l'heure, XDP et AFXDP en partie, c'est implémenté dans le driver. Donc on va avoir des implémentations de code différentes entre les deux constructeurs. Donc on peut avoir des dynamiques différentes. Donc, de façon graphique, on peut voir ça. Donc on a le générateur qui va envoyer un paquet au transmetteur. Et le transmetteur va directement lui renvoyer le paquet. Hop. Donc on va faire ça 30 secondes, 3 fois par configuration. Donc ce qui va nous générer beaucoup de données et donc qui va aussi prendre beaucoup de temps. Donc ce qu'on a fait, c'est un processus d'automatisation de cela qui permet reproductible. Donc on part d'un fichier de déclaration des benchmarks de ce qu'on veut tester. Avec chaque fois les paramètres que l'on veut tester, sur quel serveur, les différents paramètres que l'on veut utiliser. On va avoir un programme qui va interpréter cela et aller configurer les serveurs de telle sorte à ce qu'ils soient dans l'état désiré, qu'on est sûr qu'il n'y ait pas des reliquats dans l'ancienne tête qui restent, etc. Qu'on est sûr qu'on ait un serveur qui soit propre et qu'on n'ait pas donc, des interférences entre les tests qu'on relance.
Et enfin, ça va nous générer des fichiers de résultats. Les fichiers de résultats sont récupérés et ensuite on peut les analyser ensemble. Et donc, quand on va regarder cela, on va obtenir ce type de graphique. Donc là, par exemple, vous avez un graphique de la latence par rapport au temps pour 10 configurations quelconques, donc 10 runs de configuration quelconque. Donc, ce qui est visible là, c'est que directement, on voit que les DMX sont différentes. On a des configurations qui ont des latences plus hautes, entre 100 et 200 microsecondes. On a d'autres qui sont avec de très basses latences. Mais donc comme ça, c'est un peu compliqué à voir. Donc là, étant donné qu'on a juste 10 configurations, si on fait tout, on a à peu près 90 fois plus d'informations. Donc on se demandait comment on peut représenter ça de meilleure façon. Donc on s'est reposé à la fin sur une visualisation qui s'appelle Kernel Density Estimate, donc qui est un peu particulière, mais visuellement assez simple à comprendre. Donc dans l'axe des abscisses, on va avoir la latence, et en ordonnée, on a la densité. Donc c'est-à-dire qu'on peut voir, donc là, si je vous montre ici, vous avez un gros pic de densité. C'est-à-dire que la plupart des paquets sur cette configuration-là se trouvent entre 10 et 15 microsecondes. Donc c'est intéressant à voir, mais c'est aussi particulièrement intéressant quand on va vouloir afficher beaucoup de configurations à la fin. Donc là, si on affiche de nombreuses configurations dans le cas de Mellanox, on a de nombreux pics, donc on a toutes les courbes. Donc là, chaque courbe représente une configuration avec les données agrégées et agrégées entre les runs. Et ce qu'on peut voir assez facilement graphiquement, c'est qu'il y a des endroits où on a des densités plus élevées. On a de nombreuses courbes avec une densité élevée. Et on se demandait, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a des endroits où on a telle densité? Pourquoi elles sont regroupées et pas plus étalées, etc. Et donc, quel est le point commun entre ces différentes configurations? Et aussi également, comment déterminer ces configurations de façon automatique. Enfin, ces groupes de façon automatique. Donc pour ça, on utilise un algorithme de clustering qui se nomme K-means. Et donc les clusters vont être automatiquement déterminés, donc le nombre de clusters ainsi que les clusters en eux-mêmes, en fonction de différents paramètres sur la latence, donc les paramètres des résultats plutôt. Donc là, on va utiliser la moyenne, la médiane, la variance, etc. Et donc ça va nous sortir de tels clusters. Par exemple, dans le cas de Mellanox, l'algorithme a détecté 7 clusters. Dans le cas de Intel, c'était 5 clusters. Donc les valeurs vont différer. Mais ça nous permet de regrouper des informations, regrouper des configurations ensemble, et donc de savoir quels sont les paramètres communs. Donc en termes de résultats, on a pu voir, grâce à ce clustering, que Mellanox et Intel, ils partagent tous les deux un cluster qui est très ressemblant. Donc le cluster optimal en termes de latence, il y a dans les deux cas, on a le busy polling qui est activé et le need backup qui est désactivé. Et juste pour Intel, on a un autre paramètre qui était le polling qui doit être désactivé. Le 90e percentile de la latence pour le meilleur cluster de Mellanox c'était 9,7 microsecondes, et dans le cas de Intel c'est 13,7 microsecondes. Donc on voit déjà qu'ici il y a aussi des différences de latence, de résultats de latence entre les deux configurations. Et aussi on a pu voir que les clusters suivants ne partagent pas forcément les mêmes paramètres, c'est-à-dire qu'on va avoir des clusters par exemple qui vont avoir des latences proches entre Intel et Mellanox, mais par contre qui ne vont pas avoir les mêmes paramètres. Donc ça nous a mené ensuite à vouloir étudier différentes solutions de CNIs. Donc pourquoi? Déjà, pourquoi on a voulu transiter vers un autre sujet, c'est-à-dire qu'avec FXDP, donc on a pu voir qu'il y avait de très basses latences, donc c'était intéressant. À l'ordre d'un microseconde, on est vraiment mieux que ce qui est fait aujourd'hui dans Linux, qui est de l'ordre de la milliseconde. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, et aussi les paquets sont envoyés directement de XDP à l'application, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement en amont qui a été fait par une pile réseau du paquet. Et donc dès qu'on veut faire du réseau d'un point de vue applicatif, par exemple si vous voulez faire du TCP, vous voulez échanger avec un autre serveur, etc., il va falloir implémenter toute la pile réseau d'un côté utilisateur, côté applicatif. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'implémentation de réseau en user space, enfin de côté applicatif qui est connu par très performant. Et donc ça limite pas mal l'utilité d'FXDP pour des applications plus génériques. Et en plus de ça, la gestion des paquets est aussi assez complexe. Donc je ne vous ai pas présenté ça, mais les échanges entre l'application et le driver pour gérer les paquets en FXDP, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Et donc là, pareil, on ne peut pas juste facilement prendre n'importe quelle application et la réécrire pour rajouter du FXDP par-dessus.
Donc nous, on s'est plutôt intéressé par la suite, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec eBPF qui est plus générique et qui peut bénéficier à plus d'applications? Donc on s'est penché vers Kubernetes. Donc tout à l'heure, je vous parlais des orchestrateurs, donc les orchestrateurs qui permettent de placer de façon plus ou moins optimale les microservices sur les différents serveurs. Et aujourd'hui, l'orchestrateur, on va dire roi, qui est très fortement utilisé dans tout ce qui est cloud, c'est Kubernetes. Donc dans nos nomenclatures, Kubernetes va scheduler, il va orchestrer des pods. Donc c'est comme ça, je vais parler des conteneurs, mais en fait les pods, ça va être plus ou moins similaire. Il va s'intéresser donc comment on va orchestrer des pods sur différents serveurs et comment on va les interconnecter. Pour cela, la partie interconnexion, Kubernetes ne va pas vraiment s'en occuper lui-même, il va juste respecter un standard qui s'appelle le Container Network Interfaces, qui va définir comment, quand un conteneur va arriver, comment on va lui assigner des adresses IP, etc. C'est ce genre de choses qui intéresse le Container Network Interface. Et donc, il n'y a pas vraiment une implémentation, il y a plusieurs implémentations en fonction des besoins de l'administrateur. Donc, comme je disais, Kubernetes, c'est quelque chose de très populaire aujourd'hui, donc c'est très largement utilisé. Donc, bien sûr, des études de CNI, ça existe déjà. On a plusieurs qui ont été faites. Mais il y a plusieurs problèmes, plusieurs différences avec ces autres études. Donc déjà, la plupart du temps, elles se focus vraiment sur le problème de débit et pas de la latence. Donc soit c'est pas du tout mentionné, ou alors c'est quelque chose de très petit dans l'article. Ils vont utiliser des patterns très simples, donc c'est-à-dire juste par exemple un test de connexion entre deux pods sur deux serveurs distants ou deux serveurs sur la même machine, pas rien de plus. Et souvent aussi, ce n'est pas à jour. Étant donné que Kubernetes, c'est quelque chose qui évolue très rapidement, ça change tous les ans, on va avoir des nouvelles versions, on va avoir des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent ou disparaissent. Et conjugué à eBPF, qui lui aussi évolue très rapidement, les deux mélangés, ça fait que tout c'est rapidement plus à jour. Donc au niveau des CNIs étudiés, donc la première c'est Flannel. Flannel, c'est un peu on va dire la CNI la plus basique, la plus standard qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'elle va se reposer entièrement sur la pile réseau Linux. On ne va pas avoir de trucs très différents, très exotiques. Elle est simple à déployer, elle est simple à configurer, elle est simple à utiliser, aussi simple à débugger du coup, vu que tout est configurable via Linux. Et elle est livrée avec au moins une des distributions Kubernetes populaires. Et donc, quand un paquet va arriver, il va traverser la pile réseau, comme je disais, et aussi quand deux pods, donc deux conteneurs vont vouloir échanger, là aussi, on va passer par la pile réseau encore une fois. La deuxième étudiée, c'est Antrea, qui elle est un peu moins populaire, mais qui est un peu plus récente, on va dire. Elle se base sur OpenVSwitch. OpenVSwitch, c'est une solution très connue dans le monde du réseau principalement. C'est moins quelque chose qui est plus orienté container, etc. Mais au final, très populaire, qui permet de faire des bridges virtuels, c'est-à-dire un bridge au niveau logiciel dans le système d'exploitation. C'est connu pour être très performant et donc, notamment ça se repose sur des modules kernel, donc pour faire des choses très rapidement dès qu'un paquet arrive, un peu à la manière à laquelle fonctionne XDP. Donc comment ça fonctionne, c'est quand un paquet va arriver, on va quand même passer en partie par la pile réseau. On ne va pas y échapper avec Antrea. Mais par contre, assez rapidement, le paquet va être redirigé vers OpenVSwitch. Et là, ensuite, OpenVSwitch, lui, va gérer le cycle de vie du paquet. Et pareil, quand deux conteneurs vont vouloir échanger, ça va se faire via OpenVSwitch. Donc de façon plus rapide qu'on peut le faire avec la pile réseau de Linux. Ensuite, la dernière CNI étudiée, donc c'est Cilium. C'est un peu la CNI qui aujourd'hui a le vent en poupe, on va dire très populaire. Elle est connue, elle se repose sur eBPF, donc ce que j'ai étudié. Donc c'est aussi l'entreprise qui est derrière beaucoup de travail sur eBPF, donc c'est eux qui maîtrisent le plus, on va dire, eBPF et tout ce qui est autour de ça. Et c'est aussi la CNI qui est utilisée par défaut chez les hyperscalers tels que Google et en partie chez Microsoft. Donc comment ça fonctionne? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça se repose sur eBPF. Donc là, on va se reposer sur XDP. On a aussi TC, donc, qui est un peu similaire à XDP, mais un peu plus tard dans la pile réseau, qui n'offre pas les mêmes performances, mais plus de fonctionnalités. Donc un paquet va arriver, il va passer par XDP, il va être ensuite redirigé vers TC. Il va un peu transiter dans la pile réseau Linux, et enfin on va avoir un programme eBPF qui tourne dans la pile réseau Linux, qui lui va rediriger le paquet vers le bon conteneur de destination. Et quand on va vouloir échanger entre deux pods, ça va être très rapide, étant donné qu'on a des programmes eBPF qui tournent, eux, sur sur tous les conteneurs. Donc dès que deux conteneurs vont vouloir s'échanger, on peut avoir des échanges de paquets très rapides directement via eBPF.
Donc au niveau de ce qu'on voulait étudier, on ne voulait pas se reposer donc, sur des simples applications, juste deux applications qui communiquent, on voulait voir quelque chose de plus gros. Donc, pour ça, on a trouvé un article de Meta qui présente leurs architectures de microservices, et donc leur topologie, ce qu'ils vont utiliser, et donc des métriques par rapport à cela. Donc deux choses qu'on peut retenir de cette étude, c'est que les architectures vont être, enfin les topologies vont être peu profondes, c'est-à-dire qu'on va avoir souvent jusqu'à 4 de profondeur au niveau des topologies, mais par contre elles peuvent être assez larges, c'est-à-dire qu'on peut avoir à chaque niveau de la topologie beaucoup de microservices présents, et les communications se font en RPC. Nous, on va souvent se baser, par exemple, ici, on a les chiffres sur la profondeur, et nous, on va se baser sur cela, donc sur la médiane qui est de 4 pour la topologie fetch. Donc, ils ont découpé entre plusieurs de leurs services. Donc, pour le service fetch, on avait une médiane de 4, on s'est dit, on va prendre ça, parce que c'est la plus haute médiane qu'il y avait présente. Donc, on a aussi écrit un générateur de topologie pour essayer de simuler de vrais cas d'utilisation. Donc, notre topologie, à quoi elle ressemble, c'est qu'on va avoir un premier service qui s'appelle le front-end. Lui, il va écouter des requêtes des utilisateurs en HTTP. Et pour chaque requête HTTP, on va avoir les services d'un niveau N qui vont connecter tous les services du niveau N+1 via des RPC, donc, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, ce qui est aussi intéressant à voir, donc déjà, c'est que d'un niveau N à N+1, c'est, on va dire, du full mesh, c'est-à-dire qu'ils vont tous se connecter aux différents niveaux. Donc, c'était pour être sûr de surcharger la CNI et être sûr vraiment de mettre la pression sur les différentes CNIs et qu'on puisse vraiment voir comment elles réagissent à une forte charge réseau. Et donc cette forte charge réseau, on l'a résumée par ce qu'on appelle des cascading requests, parce qu'en fait, on a une sorte d'effet multiplicatif du fait de comment on a construit notre topologie. Et plus on avance dans l'arbre, plus on va avoir un nombre de requêtes important. Donc par exemple ici, à partir d'une requête HTTP au front-end, on a 27 requêtes qui sont générées dans la topologie en RPC. Et donc c'est vraiment ça qui va venir mettre la charge sur la topologie. En second paramètre, on a aussi les réplicas. Donc les réplicas dans le terme Kubernetes, c'est le nombre de copies d'un microservice qui avait existé, d'un pod qui ont existé. Par exemple, on va avoir un ou quatre microservices qui est répliqué à chaque niveau. Et par contre, cela, ça ne va pas multiplier le nombre de paquets, ça va juste les équilibrer entre les différents microservices, c'est-à-dire si on a 4 microservices, on va avoir la CNI, donc celle dont je vous présentais tout à l'heure. Ça va être leur rôle à elle de faire le load balancing entre les différents microservices. Donc là aussi, ça nous permet, en mettant des réplicas, de benchmarker un peu plus les différentes CNIs et leurs implémentations. Enfin, on a le scheduling. Le scheduling, pareil, c'est un terme assez propre à Kubernetes qui, là, signifie où est-ce qu'on va mettre les microservices, donc sur quel serveur. On a défini 2 politiques de scheduling. Une simple qui est le same server scheduling, on va tout mettre sur un même serveur. Donc minimiser les connexions entre différents serveurs, tout ça en interne. Et enfin, on a l'exact opposé qui est le run robin. Là, on va vraiment, à chaque niveau de microservice dans la topologie, on va alterner entre un serveur et un autre pour maximiser le nombre d'appels réseau qui sont faits entre différents serveurs. Pardon. Oups. Voilà. Et donc tout ça mélangé, ça nous a fait à peu près 170 configurations qu'on a générées, histoire d'avoir un éventail assez large sur les différents paramètres qui sont pris en compte et de pouvoir être le plus représentatif possible, avoir assez de données pour les analyser. Pour ce qui est du benchmarking, on a utilisé le générateur de load HTTP qui s'appelle K6, qui va envoyer un certain nombre de requêtes par seconde au front-end tel qu'on lui demande. Il va enregistrer toutes les réponses. Donc les réponses que va répondre le front-end, c'est être la end-to-end latency, c'est-à-dire la latence interne à la topologie, donc le temps d'aller-retour que ça prend. C'est-à-dire le moment où le front-end a commencé à envoyer sa première requête et le temps qu'elle a reçu la dernière réponse du dernier microservice au bout de la topologie. Et enfin, voilà, les résultats sont sauvegardés dans une base de données pour une analyse ultérieure. Donc les premiers résultats simples, on va analyser des topologies que j'ai appelées chaînes. Donc les chaînes, ça veut dire qu'on ne va pas faire varier le nombre de services par niveau, mais seulement la profondeur. Donc ça permet déjà d'étudier la profondeur, mais aussi du fait qu'on n'ait pas plusieurs microservices par niveau, on n'a pas de problème de cascading request. C'est-à-dire que là, à chaque fois, on va avoir une requête d'un niveau à l'autre. Donc ça permet de faire des choses assez simples.
Pourtant, ce qu'on voit sur le graphique, donc ici, en fonction de la profondeur, on va avoir une certaine latence moyenne. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a beau faire x3 en profondeur, on fait plus que x3, on fait x4 dans la latence. Et pareil, si on fait x5 en profondeur en passant de 2 à 10 de profondeur, on fait x7 voire x8 en latence. Et donc on voit qu'il y a une relation qui est assez importante par rapport à ça. Et aussi, on peut voir sur ce graphique, donc Flanel, dans tous les cas, il est assez loin derrière Serena et Antrium, qui sont, elles, assez proches l'une de l'autre. Et là, si on s'intéresse à des topologies plus complexes, là, les cascading requests commencent à rentrer en jeu. Et donc, pour résumer les topologies, on s'est basé sur les cascading requests, vu que c'est ça vraiment qui va déterminer en bonne partie la latence. Donc ici, sur ce graphique, vous avez, on a découpé l'axe des cascading requests en différents bins, à peu près de taille équivalente. Et on a ploté donc des box plots pour chaque, donc la distribution de la latence pour chaque CNI, donc aux différents ranges. Donc ce qu'on voit, donc, encore une fois, Flanel est toujours assez loin derrière, et aussi que, pardon, j'ai oublié de préciser que la latence ici est en échelle logarithmique, et donc on en manque très vite en latence avec le nombre de cascading requests. Donc là, on a vu que tout le temps, Flanel était loin derrière Andrea et Cilium. Donc on a un peu pas abandonné, mais on s'est dit que ça serait peut-être plus intéressant de voir Andrea et Cilium côte à côte, qu'est-ce que ça donne. Donc on a généré ce genre de graphique, donc on appelle ça ça rend peut-être un peu moins bien sur un projecteur, pardon, mais ça nous permet de voir, de comparer les deux CNL l'une à côté de l'autre. Donc dans l'axe des X, on a le nombre de cascading requests, et en Y, enfin en ordonnée, on a la latence médiane. Et donc la bande derrière de couleur va signifier, si c'est violet, c'est plus Andrea qui est meilleur, si c'est orange, c'est plus Cilium qui est... pardon. Violet, c'est Andrea qui est meilleur, et orange, c'est Cilium qui est meilleur. Donc là, vous pouvez voir beaucoup de violet, et il n'y a pas beaucoup d'orange. Il y a une partie, c'est à cause du projecteur, mais aussi c'est parce que Cilium gagne assez rarement. Donc dans 86% des cas, dans la première figure haut avec une réplica, et 78% des cas en bas avec 4 réplicas. Et on voit notamment que quand on va commencer à avoir beaucoup de cascading requests, on a Cilium qui commence à vraiment s'écarter d'Andrea et à moins bien réagir. Mais bon, les deux restent assez proches. Si on regarde les résultats globaux par rapport à ça, on peut voir qu'à basse charge, c'est-à-dire quand il y a 200 requêtes par seconde, peu importe le nombre de réplicas, on n'a pas vraiment de différence entre les différents CNIs, c'est-à-dire qu'on avait entre 2 et 3 millisecondes de latence. Donc là, on n'a pas de problème, il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. Par contre, dès qu'on commence à passer à des fortes charges, donc fortes charges en termes de requêtes par seconde, aussi en termes de réplicas, c'est-à-dire que vu qu'on va avoir plus de réplicas, il va y avoir du load balancing qui doit être fait, et donc la CNI va être plus amenée à faire des choses, à travailler. Dans ce cas-là, on a Andrea qui va mieux performer par rapport à Cilium d'environ 34 à 36%, donc en fonction des cas. Surtout ça, donc c'est ce que je vous montre un peu tout à l'heure dans le graphique précédent. Et enfin, Andrea, dans tous les cas, de ce qu'on a mesuré en données agrégées, c'est qu'il va avoir une meilleure latence au 80e percentile, donc dans les pires cas, Andrea est toujours meilleur que les autres. Donc pour ce qui est de notre dernière contribution, on a voulu se pencher sur comprendre pourquoi Cilium n'était pas aussi performant que ce qu'on aurait pu le penser. Étant donné que, comme je disais, Cilium c'est quelque chose de très populaire et qui utilise des technologies qui sont connues pour être très rapides, avoir une faible latence et optimiser le nombre de paquets par seconde. Et donc pour ça, on a fait une analyse de perf, avec l'outil perf sur Linux de la latence lorsqu'on lance un benchmark sur Cilium, pour voir ce qui se passe dans le système. Donc ce que ça fait, cet outil, c'est que ça va collecter très fréquemment ce qui se passe sur le CPU, sur quelle fonction le CPU est actuellement. Et donc pour avoir un graphe qu'on appelle à la fin un flame graph, donc par rapport au fait qu'on dirait qu'il y a des flammes. Donc en largeur, enfin dans le sens horizontal, on va avoir le pourcentage d'échantillons qui correspondent à une fonction. Et après, en hauteur, la verticale, on va voir la pile d'appels. C'est-à-dire que plus une fonction est large, plus le temps passé par le CPU dessus est important. Et donc ce qu'on voit assez rapidement,
que ce soit de façon visuelle ou enfin analytique. Visuel, ça peut être un peu compliqué, mais de façon analytique au moins avec l'outil perf, c'est que beaucoup de temps est passé sur les fonctions liées à VXLAN. Donc ici, qui sont encadrées en rose, on voit qu'on a des fonctions qui sont un peu partout, qui sont utilisées pour cela. Donc on a estimé que c'était 12% du temps du processeur était utilisé juste pour la gestion de VXLAN. Donc qu'est-ce que VXLAN? Donc VXLAN, c'est un protocole d'overlay, c'est-à-dire qu'il permet d'interconnecter des ressources, donc que ce soit des conteneurs ou des VM, à travers plusieurs réseaux, des réseaux distants, et il permet de passer à l'échelle de façon importante. Donc c'est pour ça qu'il est majoritairement utilisé dans tout ce qui est data center networking, cloud networking. Sauf qu'un des problèmes qui est connu sur les VXLAN, bon, les réseaux d'envergure en général, c'est que ça va venir encapsuler les paquets dans son propre protocole. Et donc ça rajoute une sorte de surcouche de traitement des paquets. Donc à la fois d'un point de vue protocolaire, déjà il y a ça. Mais en plus de ça, c'est pas, on va dire, pas très optimisé, étant donné qu'on va passer une fois par la pile réseau de Linux pour recevoir le paquet VXLAN. Et ensuite, on va encore passer dans une mini stack, une sorte de stack réseau juste pour la gestion du VXLAN. Donc là, on a une sorte de WRED lié à ça. Donc comment ça fonctionne le VXLAN sur Cilium? Donc c'est un peu comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc Cilium, quand il va recevoir un paquet, ce paquet-là, il va passer par XDP. Cependant, j'ai dit tout à l'heure que XDP c'est très rapide, etc. Ça permet d'optimiser le traitement, sauf que Cilium ne va pas faire grand-chose niveau XDP au final, c'est parce que c'est un peu plus complexe. Il va déléguer une bonne partie à TC, donc notamment tout ce qui est la partie sécurité va être fait niveau TC, donc qui est un point d'accroche eBPF qui est un peu plus tard dans le pilote réseau sur le système, donc qui est moins performant, mais qui a plus de fonctionnalités. Mais malgré cela, encore après TC, on va traverser une partie de la stack réseau pour que ce soit le kernel en lui-même qui va décapsuler le protocole VXLAN, et ça va pas être Cilium qui va le faire. Et une fois seulement que le paquet a été décapsulé par le kernel, que Cilium va pouvoir le rediriger vers la destination. Et donc nous, l'idée, c'était de voir s'il n'y avait pas moyen de faire ça plus rapidement, parce que VXLAN, tel que c'est utilisé dans Kubernetes, ça n'utilise pas toutes les fonctionnalités de VXLAN existantes. On va dire que c'est seulement un certain ensemble de fonctionnalités de VXLAN qui sont utilisées. Et on s'était dit, ce serait possible de tout faire niveau XDP. Tout ce qui est fait plus tard par Cilium, on n'a pas forcément besoin. Est-ce qu'on peut, dans notre cas, juste ce qu'on va faire, c'est de diriger directement depuis XDP le paquet à destination du conteneur de destination. Et donc de façon très rapide, parce qu'on va économiser de passer dans la stack réseau, et en plus de ça, la stack réseau de VXLAN. Donc comment ça fonctionne cela? Donc on va recevoir les paquets au niveau XDP, comme Cilium, sauf que nous, au lieu de faire un choix, donc si jamais c'est pas du VXLAN, on redirige à un processing standard, c'est pas destiné à un de nos pods. Si jamais c'est un paquet VXLAN, par contre, là, potentiellement, c'est un paquet qui est destiné à notre cluster, donc un de nos conteneurs. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le endpoint. Donc Cilium, il va avoir une base de données de tous les conteneurs qui existent sur le système et donc leurs adresses IP. Donc à partir de ça, on va pouvoir voir niveau BPF directement, est-ce que ce paquet-là, c'est une adresse IP qu'on connaît, est-ce que c'est une adresse IP qui est dans notre système. Alors si non, pareil, on redirige au processing standard. On n'a pas voulu casser trop de choses. Si c'est un endpoint qui a été trouvé, mais on n'a pas de fonctionnalités de sécurité qui sont activées, là on peut directement l'envoyer directement au pod en accélération. Et par contre, on a aussi ajouté certaines fonctionnalités de sécurité qui étaient dans TC avant, donc certaines fonctionnalités de sécurité, donc que ce soit niveau Ethernet ou IP, enfin couche 2, couche 3 sur le réseau qui était faite par Cilium plus tard. On s'est dit ça serait bête de perdre la sécurité. Donc la sécurité, on l'a aussi mise dans notre implémentation en partie, donc on n'a pas tout qui est supporté encore. Donc si jamais c'est trouvé et que la sécurité est activée, là on va vérifier que ce soit un appel autorisé ou non. Est-ce que cette adresse IP de source a droit de communiquer avec cette adresse IP de destination par exemple. Si c'est refusé, on va rediriger là aussi au schéma normal, c'est-à-dire que c'est Cilium qui va le récupérer plus tard pour être sûr encore une fois de rien casser. Et par contre, si cette fois-ci c'est un appel qui est autorisé, déterminé autorisé par la configuration de Cilium, là on va autoriser le paquet et l'accélérer.
c'est-à-dire le renvoyer directement au pod de destination. Pardon. OK. Donc en termes d'implémentation, ça représente environ 400 lignes de code eBPF. Donc le code eBPF, quand je dis code eBPF, c'est du C. En fait, c'est une sorte de... c'est du C minifié. Enfin, on a certaines fonctionnalités du C qui ne sont pas disponibles, certaines qui le sont. Donc 400 lignes de code eBPF et environ 900 lignes de code Go. Donc Go, c'est le langage dans lequel est codé Cilium. Donc on essaie de faire ça de façon plus ou moins propre, c'est-à-dire que on ne va pas modifier le code de Cilium directement, c'est un peu un module. Cilium supporte un peu une sorte de fonction de plug and play, donc c'est chargé à côté de Cilium. On a aussi l'intégration avec Helm, donc Helm c'est assez important dans le monde Kubernetes aujourd'hui, c'est ça qui permet de livrer ou pas des applications. Par exemple Cilium aujourd'hui la plupart du temps on va l'installer avec Helm, et donc c'est aussi comme ça qu'on va définir sa configuration, et donc on a choisi de pouvoir activer ou désactiver la configuration, l'utilisation du XDP. Donc ça peut aussi nous servir pour les différents tests que l'on veut faire. Et on a aussi rajouté des fonctionnalités d'observabilité, pas qui manquaient, mais voilà, qu'il n'y avait pas forcément au niveau XDP, donc ces fonctionnalités d'observabilité. Ça permet au niveau de Cilium de remonter des informations telles que le nombre de paquets qui ont été accélérés ou non par XDP, donc ça permet, notamment dans nos phases de test, de savoir si l'accélération fonctionne bien, et aussi d'avoir des statistiques plus globales. Parce qu'un autre problème quand on fait des choses en XDP, c'est que c'est quelque chose qui est un peu caché dans le kernel, etc. Donc des choses qu'on ne voit pas forcément passer. Et on va aussi, donc, tout ce qui est la partie sécurité, on va rajouter de l'observabilité dessus pour savoir, ok, on a des paquets qui ont été acceptés ou refusés, et pourquoi ils ont été autorisés ou refusés. Donc, en termes de setup et de résultats, on a utilisé un cluster Grid 5000. Donc, Grid 5000, c'est un sorte de cluster, un gros cluster national pour la recherche en France. Donc pour ça, on a utilisé 6 serveurs différents, donc, pour essayer d'avoir une topologie plus ou moins importante. Et ces différents serveurs sont connectés via des cartes 25 gigabits par seconde. Là, pareil, c'était pour ne pas être restreint par la partie réseau, donc sûr qu'on benchmark Cilium et pas des limitations potentiellement réseau sur nos systèmes. CCD aussi, je peux préciser, vu que c'est un peu important, XDP, pour XDP, donc là c'était des cartes réseau Intel, donc les drivers Intel. Donc on a benchmarké 2 applications qui sont Redis et Memcache, donc c'est deux applications de la même famille qui sont des bases de données, on va dire des clés valeurs qui sont censées être très rapides, donc, qui sont aujourd'hui très, très utilisées pour des systèmes de cache, etc. Et qui ont pour objectif d'être très, très rapides, donc qui se prêtaient plus ou moins à une étude sur l'utilisation de la latence. Et donc ce qu'on peut voir sur ce graphe, ce qu'on peut essayer de voir sur ce graphe, c'est que d'abord, si on regarde la partie XDP, donc la partie XDP, c'est juste les améliorations de notre implémentation en mode standard sans sécurité par rapport à l'existant. Donc on voit que pour Memcache, on a 4,7% d'amélioration de la latence, et dans le cas de Redis, on a à peu près 25% d'amélioration de la latence. Et dans le cas de notre implémentation avec la sécurité ajoutée, on compare un peu en performance. Donc avec Memcache, on a 3% et avec Redis, on a 20% d'amélioration. Donc on reste quand même meilleur que ce qui est existant. Les résultats on n'est pas vraiment là pour comparer Redis et Memcache, on peut avoir elles se comportent de façon différente et surtout si elles ont été testées de façon différente. Donc c'est pour ça que peut-être que Memcache réagit moins bien que Redis à l'implémentation dans notre sens. Et donc si on regarde les résultats en détail sur Redis, c'est d'autant plus intéressant. Donc en partie, on peut voir, si on part sur le positif, que donc les opérations set-get mixed, donc c'est un jeu de benchmark de Redis, donc j'ai utilisé l'application de test officiel de Redis pour faire des benchmarks. Donc le set-get mixed, c'est pour avoir un cas d'utilisation réel, on va dire, c'est-à-dire qu'il va faire beaucoup d'opérations de set et de get sur la base de données pour essayer de bien la charger. Là, on a 46% d'amélioration de la latence. Pardon. Après, on a aussi le ping qui est avec une forte augmentation, diminution de la latence dans notre cas, 41% d'amélioration. Donc c'est un ping avec des pings en parallèle, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de pings qui arrivent, donc c'est des requêtes, on va dire, propres à Redis pour tester la latence. Ensuite, on a un blocs à peu près autour de 30% d'amélioration, qui sont les gets, les sets en latence et les pings en inline.
Donc là, ça va être des get et des set qui vont être envoyés de temps en temps. Donc qui sont moins là pour tester, on va dire, la latence, mais plus... enfin, c'est pas des opérations en parallèle. Et enfin, on a le set et get pipeline. Donc là, ça va être des opérations où notre implémentation va être moins bien que le reste. Donc on perd à peu près 3-4% de latence. Enfin, du coup, on augmente de 3 à 4% la latence avec notre implémentation. Ça peut expliquer parce que ces deux benchmarks-là sont donc des set et get en parallèle, qui sont plus là pour tester les performances de la base de données en termes de débit et moins en termes de latence. Donc ça, c'est aussi un point qu'on peut voir qui peut être intéressant à analyser plus tard. Donc en conclusion, donc d'abord sur la partie AFXDP, mon premier part c'était de pouvoir caractériser la latence qu'on peut obtenir dans AFXDP. On peut voir que avec AFXDP, on a des latences qui sont très basses. Dans le cas de Mellanox, on était à peu près à 10 microsecondes et 13 microsecondes pour Intel. On a pu avoir deux recommandations de configuration, enfin plutôt une configuration commune plus ou moins entre les deux fabricants, Intel et Mellanox, c'est-à-dire d'activer le busy pooling et de désactiver le need wake up. Donc, ce qui nous donnait dans les deux cas la meilleure latence possible. Et ça aussi, ça donnait lieu à un framework qui permet de réaliser des expérimentations reproductibles, donc en évitant les interférences entre les différentes expérimentations pour FXDP, qui est assez complexe à configurer encore. Okay. Sur les CNIs, j'ai comparé 3 solutions populaires, donc Cilium, Flanel et Antrea. On a écrit un logiciel de génération de topologie, donc qui permet de façon plus générique d'ailleurs de générer une topologie pour Kubernetes pour tester l'état d'un cluster. On a démontré les avantages de Cilium, donc on avait 10% d'amélioration de la latence, il me semble que c'était moyenne sur Cilium et 100% d'amélioration par rapport à Flanel. Donc, entrée à 10% meilleur que Cilium et 100% d'amélioration par rapport à Flanel. Et donc cela nous a permis d'illustrer des améliorations possibles avec Cilium. Donc, qui est notre dernière contribution. Donc on a modifié Cilium de telle sorte à pouvoir accélérer les paquets VXLAN en XDP. De façon plus ou moins, comme je disais tout à l'heure, plug and play. L'implémentation peut être testée, activée, désactivée facilement. On a certaines fonctionnalités de sécurité qui sont supportées, donc pour montrer que voilà, on n'est pas seulement meilleur parce qu'on fait en XDP et qu'on enlève la latence, mais aussi parce que c'est pas parce qu'on a désactivé la sécurité qu'on est meilleur, mais avec de la sécurité on reste meilleur. Et donc ça nous a permis d'avoir à peu près 20% de latence, d'amélioration de latence dans le cas d'Ardis. En termes de travaux futurs, on aimerait bien, donc la première contribution où je disais j'ai un jeu de test pour tester à FXDP, ce serait bien de le généraliser parce que pour l'instant c'est un peu, on va dire, spécifique à notre environnement et il y a des choses qui sont peut-être plus compliquées pour que quelqu'un reprenne la main dessus et l'utilise sur son propre environnement, mais c'est faisable. On aimerait bien refaire notre seconde contribution, c'est-à-dire le test de CNI, mais cette fois-ci on va utiliser Cilium avec notre amélioration de XDP pour voir si dans les cas des topologies qu'on a testées, est-ce que c'est mieux, est-ce que ça s'améliore ou est-ce que non. Aussi, donc, pour la troisième contribution, tester cela sur plus d'applications. Donc, là, pour l'instant, j'ai dit c'est juste Redis et Memcache, qui sont des applications plus ou moins particulières qui ont des besoins de latence assez faibles. Mais ce serait intéressant de voir ça, par exemple, sur du HTTP, sur des requêtes web, etc., des trucs plus génériques. Aussi, tout à l'heure, je disais que VXLAN, pour l'instant, c'est juste un subset qui est supporté par Cilium. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout utiliser. Et donc, ce serait intéressant d'avoir une implémentation de VXLAN, du protocole VXLAN en entier dans XDP, qui pourrait donc supporter beaucoup plus de cas d'utilisation. Et enfin, j'aimerais bien améliorer Cilium XDP pour supporter d'autres protocoles, parce que pour l'instant c'est VXLAN, mais Cilium supporte d'autres protocoles d'encapsulation, notamment Genève. Voilà. Donc merci pour votre écoute. Voilà. Si vous avez des questions, je suppose. Merci beaucoup. Monsieur Kylian Castillon-Duperron, le jury vient de délibérer et voici la conclusion du jury. Notre jury a apprécié vos travaux qui portent sur l'étude des solutions d'accélération système pour les communications entre microservices dans le cloud.
par une approche fondée sur l'expérimentation et la connaissance fine des systèmes informatiques. Votre thèse a permis plusieurs observations particulièrement pertinentes sur les performances de ces solutions et leur positionnement les unes par rapport aux autres dans des contextes expérimentaux différents. Votre thèse a nécessité un grand effort pour une mise en place rigoureuse de ces nombreuses expérimentations pour l'interprétation des résultats obtenus. Vous avez effectué une présentation très claire et didactique accompagnée d'illustrations pédagogiques. Vos réponses détaillées et argumentées aux diverses questions du jury ont été particulièrement appréciées. Vous avez démontré votre pleine maîtrise du sujet de la thèse et des différents enjeux qui le composent, ainsi que des techniques et approches système les plus à jour dans le domaine. Les perspectives dégagées par votre thèse sont nombreuses et prometteuses. Alors, pour toutes ces raisons, le jury recommande pour vous le grade du docteur en informatique d'Université Côte d'Azur. Félicitations. Donc, en présence de mes pairs, parvenu à l'issue de mon doctorat en informatique et ayant ainsi pratiqué dans ma quête du savoir l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats. C'est fini.